Merci à tous d'être venus ce soir. Merci à Muriel et Juliette surtout d'être ici. Merci aux éditions Premier Parallèle pour cette rencontre. On est absolument ravis de vous recevoir. Je vais vous présenter votre portrait rapidement. Vous êtes critique de cinéma. Vous avez publié 2 ouvrages déjà sur des actrices, Isabelle Huppert, puis Jenna Holland, qui a d'ailleurs reçu le prix du CNC en 2021. Et aujourd'hui, vous publiez ce livre sur la seconde femme, qui n'est pas exactement un livre sur la vieillesse des actrices, mais plutôt sur ce que font les actrices de la vieillesse. Bon, déjà, première question très simple. Pourquoi ce livre? On peut avoir une idée comment vous avez envie. Déjà, merci de m'accueillir pour le lancement du livre. L'idée vient d'Amélie Petit, qui est mon éditrice. Je pense que c'est vraiment... Moi, j'ai eu l'impression de... Je pense que je suis la dernière à avoir cru à ce livre et qu'elle m'a... pas forcée, mais qu'elle a vu une force de travail, quelqu'un qui était comme un peu obsédé par les actrices et qu'elle m'a emmenée dans une direction. Donc c'est elle qui a eu l'idée du livre. Et après, moi, c'était facile. Enfin, non, c'était pas facile, mais... C'était le prolongement de ce que je faisais déjà, et c'est vrai que en finissant, je me suis demandé si ça parlait de la vieillesse, donc c'est surtout sur les actrices, et que j'ai un plaisir permanent à écrire dessus. Et tout vient à la base d'un article que j'avais écrit sur mon blog sur la vieillesse de Nicole Kidman. C'est autour de cet article qu'on s'est rencontrés. Et donc il y avait quand même déjà cet article, et qui est né en fait d'une constatation, c'est qu'il y avait des films qui pouvaient accueillir la vieillesse des acteurs et que je ne trouvais pas en face des films qui pouvaient accueillir la vieillesse des actrices. Et l'article tournait autour de ça, même si ensuite je déplorais un état de fait quand même, je parlais de la chirurgie esthétique. Et ce propos-là s'est quand même transformé. Je ne voulais pas que le livre soit une longue plainte, enfin on ne voulait pas que le livre soit une longue plainte avec des statistiques et tout ça, parce que ça existe déjà, c'est mieux fait ailleurs, et moi je ne suis pas journaliste, donc il fallait s'amuser. En tout cas, ça vient d'un constat de critique et de cinéphile. Oui, d'ailleurs de cinéphile. En revanche, vous avez publié chez une maison d'édition de sciences sociales. Pourquoi ce choix? En fait, finalement, je ne sais pas si c'est un choix, puisque... Ça, faudrait demander à Amélie. Je pense que, je crois que c'est le premier livre que Premier Parallèle publie sur le cinéma, mais là, j'ai pas de... Faudrait lui demander. C'est pas un livre de sciences sociales, je le sais, mais je sais pas. Je sais pas pourquoi. C'est plus... Ouais, je sais pas. Parce que ce qui m'a semblé dans votre Peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que le livre devait pas être un livre cinéphile. J'ai précédemment été publié chez Capricci, d'ailleurs, il y a aussi mon éditeur dans la salle, qui est quand même un éditeur de cinéma, et c'était des livres très cinéphiles. Et c'est vrai qu'avec ce livre, il y avait quand même très vite l'idée, en tout cas j'ai senti dans l'écriture, qu'à un moment on mettait un pas hors de la cinéphilie, qu'il fallait qu'il s'adresse à tous, entre guillemets, sans non plus sacrifier quelque chose de ce qu'apporte comme expertise la cinéphilie. Donc c'était un pas en dehors de la cinéphilie. Et un pas vers des gens qui ne le sont pas. Oui, c'est ça, parce que vous destinez potentiellement votre livre à aller ailleurs. Quoi, je pense qu'on ne sent pas... Je pense que mes précédents livres, on se dit « Ah mince, j'ai pas vu ce film », c'est un peu abstrait parfois, ou ça donne envie de voir les films, mais en tout cas, on sent que c'est des livres un peu adressés à des cinéphiles, et là, je crois que ça peut donner envie de voir les films, mais qu'on ne se sent pas écrasé, que c'est pas... c'est un peu moins abstrait, parce que déjà c'est court, c'est un peu des suites de nouvelles, et voilà, donc je pense que ça donne plus envie de voir des films que ça n'écrase le lecteur. Oui, c'est vrai qu'en plus il y a souvent pour chaque acte, parce que donc le livre est organisé en plusieurs chapitres, chaque chapitre est construit sur une actrice, et c'est vrai qu'à chaque fois on ressort un sujet en particulier. Est-ce que, pourtant, vous sauriez dire ce qui réunit toutes ces actrices
dans le thème de la vieillesse. Qu'est-ce qui les réunit toutes? Parce que finalement, ce qui ressort énormément, c'est que c'est extrêmement divers leur réaction à ce que l'industrie, en fait... On se demande c'est quoi le point commun. Quel est le point commun? Je pense que le point commun, c'est qu'elles ont toutes voulu être actrices, déjà, c'est déjà pas mal. Et c'est vrai que moi, j'avais peur, c'est-à-dire je finissais un chapitre et je me disais, mais c'est pas possible, il peut pas y avoir d'autres stratégies, j'ai fait le tour, et à chaque fois, j'en trouvais une autre, et encore une autre, et idéalement, voilà, on pourrait continuer ce jeu à l'infini. Donc ce qui les réunit, c'est ça, c'est qu'elles ont voulu vieillir devant la caméra, même si, en fait, je raconte que certaines non. Mais qu'en tout cas, à un moment, je fais vraiment un parallèle. Enfin, pour moi, jouer est égal vieillir devant la caméra. Donc à partir de là, en fait, c'était l'introduction dit ça, c'est-à-dire à un moment, on fait exploser le terme de vieillir pour dire que c'est pas juste avoir des rides et des cheveux blancs, c'est juste durer devant une caméra et qu'en fait, à partir de là, voilà, c'est pas juste la sénescence du corps et il y a un truc qui est intimement lié à ce que peut le cinéma, qu'il l'enregistre, c'est ce que je dis à la fin, parce que la mort au travail, quoi. Donc à partir du moment où le cinéma enregistre la mort au travail, bah, tout le monde vieillit devant la caméra. Donc on peut... Voilà. Oui, mais d'ailleurs, parce qu'on ne vieillit pas... C'est d'ailleurs beau voir déjà dans la vieillesse, mais tout le monde vieillit... on ne vieillit pas tous au même moment, en fait. La vieillesse, c'est un... Mais... et justement, vous citez souvent cette idée dans le livre que la vieillesse, en fait, plutôt le sentiment de vieillesse, c'est en vérité une crise de l'imagination. C'est un... Oui, je pense que c'est une formule de Suzanne Sontag. Oui. J'ai lu évidemment avant de me lancer beaucoup de théories, de livres sur la vieillesse, mais très vite en fait ça encombrait l'écriture et la chose que j'ai retenue c'était cet article de Suzanne Sontag sur le double standard du vieillissement qui me permettait de dire qu'en fait pour une femme on peut vieillir à tout âge, c'est-à-dire qu'on peut se regarder dans le miroir à 32 ans, 42 ans et se trouver vieille parce qu'on a ce rapport ce dialogue permanent avec le miroir qui fait qu'on est agrippé à nos défauts, on les cherche tout le temps et qu'à un moment dans le miroir, ce qui se présente, c'est ce que je fais au début dans l'introduction, ça a été ma première mèche blanche à 25 ans. Ce que je rappelais, c'est que c'était le dernier jour du Festival de Cannes, c'était juste trop déprimant. Et voilà. Et donc c'était, et en même temps... Amélie, mon éditrice, m'a dit mais non mais c'est pas ça vieillir Muriel, et du coup on a dû travailler cette question de comment à 25 ans on pouvait avoir une expérience quand même du vieillissement et avec ce concept de crise de l'imagination ça devenait possible de se dire en fait c'est quelque chose qui est purement mental en fait jusqu'à un certain point, mais en fait il y a quelque chose qui est que c'est toujours nous, face au miroir, on se trouver très moche, on peut faire une fixette sur une ride, un bouton et tout ça, et on se rend compte, une fois qu'on est dans l'espace social, que personne ne voit ces trucs-là, en fait. Donc c'est vraiment un rapport de soi à soi, de soi à son reflet, qui peut vraiment basculer dans quelque chose de totalement obsessionnel et mental, et en fait, le cinéma peut commencer là, en fait. C'est-à-dire qu'il y a ce rapport au miroir, est déjà en soi cinématographique, ça a pu donner quelques films, je trouve qu'il n'y en a pas assez, mais cette crise de l'imagination, c'est la définition même du cinéma. Ah oui, et d'ailleurs, à un moment donné, vous citez Frances McDormand qui dit que chaque jour, il n'y a pas un jour qui passe dans lequel elle se trouve un défaut. Quoi. Donc il y a un truc assez... En plus, alors que Frances McDormand, c'est quand même dans les femmes au cinéma, celles qui semblent... comment dire, assumer le plus sa vieillesse. Parce que, oui, c'est plus que l'assumer, c'est une sorte de côté un peu kamikaze, pas de maquillage, pas de séance photo, pas de publicité pour des marques, et qui dit ce truc magnifique qui est que les acteurs doivent rétablir le contact avec l'espèce humaine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre acteurs et voilà, et comment des mortels, alors que moi c'est un peu ma définition, pour moi les acteurs c'est plutôt ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même une coupure à un moment, c'est quand même le bigger than life en permanence, et pour elle il faut rebrancher tout ça, et ce rebranchement consiste à se fixer une éthique qui est de ne pas faire de pub, de ne pas vendre des produits, de ne pas se vendre, de ne pas se maquiller, de se tendre les cheveux, mais que pour les besoins d'un film. Et elle a beau dire ça, elle aussi, dans le miroir, elle a ses crises de l'imagination.
Et justement, sur cette crise de l'imagination, votre livre s'appelle La seconde femme, parce que dans l'introduction, vous expliquez que, en fait, ce qui est super intéressant, absolument fascinant dans le livre, c'est qu'en fait, et c'est pour ça que moi, personnellement, ça m'a fait penser à une approche, en quelque sorte, un mélange de cinéphile et de sciences sociales, parce que, en fait, on est vraiment sur la matière du cinéma, et on part de la source du cinéma, et vous expliquez que, en fait, les analyses de la vieillesse se font vraiment à partir des analyses des films eux-mêmes, les actrices dans les films, et pas vraiment ce qu'on pourrait en dire, enfin, sauf dans le cas de Bardot, mais peut-être qu'on pourra en dire après. Et en l'occurrence, vous dites que cette seconde femme, quand on regarde toute la filmographie d'une actrice, on voit une espèce de brisure à un moment où peut-être cette seconde femme apparaîtrait, celle qui correspond à quoi exactement? Qu'est-ce que c'est la seconde femme? Alors la seconde femme, c'est d'abord une réplique. Déjà, merci de dire que je parle des films. Enfin, c'était vraiment l'idée de ne pas sortir des films parce que trop. En fait, moi, l'approche du cinéma par autre chose ne m'intéresse, par la philo, par sociologie. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que c'est pas mon travail et c'est que parfois il y a quelque chose qui se fait dans le dos du cinéma alors qu'il faut regarder, les films. Et que j'ai essayé de faire ça et d'essayer au maximum de ne pas sortir des films. Et quand j'en sors, c'est que parfois, c'est des détails biographiques. La seconde femme, d'abord c'est une réplique de Gena Rowlands dans Opening Night, où elle joue une comédienne qui doit jouer au théâtre un personnage qui a son âge, enfin, prendra du fait qu'elle a vieilli. C'est un personnage un peu de femme vieille qui a vieilli et pendant tout le film, elle résiste à jouer ce rôle et elle est hantée par le fantôme d'une groupie qui au début du film court après sa voiture pour avoir un autographe et meurt écrasée. Et en fait, cette groupie, pour elle, est l'image de ce qu'elle était quand elle était jeune, et elle le dit. J'avais un accès direct à mes émotions. Voilà, cette groupie, en fait, c'est la première femme. Et elle se voit vieillir, et en plus, elle a cette groupie en elle qui la hante. Et à un moment, elle dit, à un moment, la seconde femme dans la vie entre en scène. Donc c'était... Après, j'ai vu, plus tard, je me suis rendu compte que c'était évidemment, il y avait un petit clin d'œil à de Beauvoir et tout ça. Voilà. Mais c'est cette seconde femme qui entre en scène, c'est que je crois qu'à un moment, il y a quand même une... Oui, pour une actrice, il y a toujours un moment une brisure. C'est-à-dire qu'on peut quand même à un moment trouver le film. J'appelle ça le film dans le miroir. Elle se regarde dans le miroir et elle dit « Ah, j'ai plus 20 ans ». On le trouve toujours un peu quand même. Je pense que moi j'arrive toujours un peu à le trouver, à part par exemple pour Bardot qui n'a pas voulu vieillir devant les caméras de cinéma. Mais on trouve ce film où il y a une sorte de bilan qui se fait et d'un seul coup, toute la série de petites modifications qui s'est faite dans le temps, là se cristallise et d'un seul coup l'actrice se regarde et se dit « Ah, c'est bon, c'est mon être vieille ». Et bon, après, on peut, pour Bette Davis, c'est frappant, c'est Le Bounty, où c'est vraiment un film sur ça. Après, parfois, c'est un peu plus subtil, mais bon, dans ma tête, j'arrive toujours à trouver ce film-là. Et c'est aussi le cas pour les acteurs. Donc, Jean Gabin, je sais que c'est Touchez pas au Grisby. Je sais qu'il se regarde dans le miroir et voilà, il enfile son pyjama et il dit ah, je suis vieux. Et il y a toujours ce film-là, normalement. Donc, ça serait bien qu'il y soit, quoi. Ah oui, en fait, ce qui est intéressant aussi dans votre livre, et c'est le cas en fait, ce qui est assez fascinant, c'est que vous vous intéressez aux actrices dans le cinéma, j'aurais pu dire aux acteurs en général, et qui deviennent un peu des créateurs, des créatrices, donc en l'occurrence en elles-mêmes, des réalisatrices de leur propre image. Dans un entretien justement que vous avez eu au sujet de Marilyn Monroe, vous résumiez le sujet ainsi. Marilyn Monroe en fait est une fiction. Et vous citiez d'ailleurs, vous citiez Truman Capote, qui un jour avait observé Marilyn se regarder dans le miroir et il lui avait demandé ce qu'elle faisait. Et elle lui avait répondu je la regarde.
Ça devait être c'était la première idée du titre pour le livre. Ah oui, ouais, bien trouvé. Mais alors, est-ce que c'est pas propre à Marine? Donc, alors, ouais, non, toutes les actrices sont de fiction. Mais Marine, c'est vrai que ça spectacularise. Hier, je regardais certains shows. Et c'est vrai que je me disais, c'est fou comment cette femme n'existe pas. Il y a vraiment... Et c'est vrai que ça permet de dire, en fait, les actrices travaillent évidemment avec leur corps, mais à un moment, je dis dans l'intro, elles sont aussi celles qui orchestrent une grande fresque qui n'est autre qu'elle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... elles utilisent quand même moi j'aime bien cette idée, elles utilisent les techniciens, les réalisateurs, les scénaristes pour composer cette image d'elle-même qui est totalement factice, et à un moment, elles peuvent dire « je la regarde ». Mais c'est sortir de cette idée que c'est juste ce qu'on a pu faire. Et après, dire ça, c'est aussi il faut aussi ajouter que toutes les actrices n'atteignent pas ce degré où à un moment elles sont comme des peintres de la Renaissance à orchestrer les grands. C'est aussi un certain degré de notoriété qui le permet. Il y a plein d'actrices qui sont sacrifiées par l'industrie. Bon, ça arrive de moins en moins, mais ça existe. Mais arriver à un certain degré de notoriété, il y a quand même quelque chose où le fait de dire c'est des cinéastes qui utilisent des actrices est insuffisant. Et il fallait quand même aussi rendre honneur au fait que les actrices sont des artistes, et que si elles sont si importantes, c'est que quand même il y a quelque chose d'autre qu'un regard masculin qui en fait une sorte d'objet charnel, purement passif. Et que c'est quand même plus... Enfin, moi je suis vraiment partie pour le livre d'un ressenti, c'est qu'il fallait que je rende justice à ma cinéphilie. Ma cinéphilie, c'est pas de voir des actrices se faire écraser par une caméra, c'est pas ça. Sinon, et plein de femmes et plein d'hommes aiment trop les acteurs pour ce que ça en fait. Donc c'était important de rendre justice à ce rapport-là et de dire les acteurs c'est très important. Et pourquoi c'est très important? C'est pas parce que c'est des victimes en fait. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'était sur Marie-Laure Monroe. D'ailleurs, c'est pour ça que le livre s'appelle pas ce que les films font aux actrices. Oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'on comprend un peu l'idée dans le sous-titre. Oui, parce que vous avez l'air de... En fait, c'est intéressant dans l'introduction, justement, j'ai le sentiment que vous vouliez vraiment aborder ce rapport de force entre l'industrie du cinéma et les actrices, et le fait qu'elles avaient vraiment on pouvait l'observer dans les films, qu'il y a cette lutte qui existe. Il y a un face-à-face, il n'y a pas... Pour moi, il y a vraiment un face-à-face, et c'est vrai que l'intro est là pour clarifier ce rapport-là au cinéma, au moins je le vois en fait. C'est pas théorique en fait. Après, encore une fois, il y a quand même des choses à constater, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de beaux rôles pour des acteurs de 50 ans que pour des femmes de 50 ans. Donc en France, tout le monde a des rôles horribles, quoi, je trouve. Mais aux États-Unis, voilà, je vais voir Top Gun, je trouve ça incroyable. Sur la non-vieillesse de Tom Cruise ou The Irishman, qui est un peu, je pense que c'est le film qui est à l'origine du livre, c'est vraiment The Irishman de Martin Scorsese, où il y a vraiment le corps d'Al Pacino qui four crématoire. Je me dis, pourquoi personne fait ça avec Meryl Streep, quoi. Et je me suis dit, il y a un manque, quoi. Il y a des films qui manquent, comme il y a quand même Kidman, c'est très beau, mais c'est comme des petites séries B. Ça, il faut le dire quand même, qu'il n'y a pas de très beaux rôles pour les actrices passé un certain âge. Il y a des rôles, mais il n'y a pas des beaux rôles. Et vous avez l'impression que quand c'est des... Est-ce que par exemple aujourd'hui ça pourrait changer avec le nombre de réalisatrices qui augmente? Est-ce que par exemple vous citez Catherine Breillat avec Isabelle Huppert dans Un but de faiblesse, on pourrait dire Nomadland avec Princesse McDormand. Là, en l'occurrence, les corps sont vraiment utilisés. Les corps sont vraiment les corps des femmes vieillissantes. Ouais, Nomadland, j'aime pas trop, mais c'est vrai qu'il y a un truc. Moi, je pense que... Non, je pense que j'en fais pas une affaire de... Priya, c'est particulier, c'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un qui... Dans Tribal. Oui. Je pense que c'est McDormand qui lance ses films. Je pense que ce qui manque, c'est pas... Enfin, je sais pas si les cinéastes femmes vont prendre en charge ça, forcément un peu plus. Là, par exemple, il y a le film de Rebecca Zotowski qui sort
aujourd'hui. Les enfants des autres qui parlent un peu de ça, voilà, une ambiance pré-ménopause qui n'était pas au cinéma avant, qui n'existait pas. Et c'est vrai qu'elle met des images sur quelque chose qui n'existait pas, c'est le besoin d'enfant. Donc quand même, il y a une expérience féminine qui ne peut être que, pas que, mais qui c'est vrai, ne peut être retransmise avec justesse et justice que par des femmes. Mais je pense que ce qui manque, c'est plus une sorte de folie. Des cinéastes, femmes et hommes, un peu fous pour s'attarder sur ces choses-là. Et par exemple, quand Bria fait Abus de faiblesse, ce qui me frappe, c'est la folie du truc. Irishman, pareil, il y a quelque chose qui, pour le coup, du coup, est complètement ni masculin ni féminin. Mais c'est à un moment qu'il y a assez de folie pour que ce thème-là soit pas juste un thème sociétal voilà, le truc très français que j'ai pu voir. Il y a plein de films comme ça, mais vraiment, quand je dis... il y a vraiment Ménopause Movie qui est né ces dernières années, que je trouve très bien, mais ça suffit pas en fait. Ce qu'il faut, c'est que à un moment ça bascule dans le cinéma. Et pour moi, pour que ça bascule un peu d'une sorte de folie, quoi, qui arrache le sujet au sociétal. Alors, je sais que c'est un peu abstrait, mais moi c'est ce qui me frappe en tout cas. Dans le but de faiblesse, c'est vraiment à un moment que ça devienne une sorte d'hallucination. Irishman, c'est aussi ça. Top Gun, c'est la folie du déni. Et c'est voilà. Et donc je pense que c'est ça qui manque. Donc ça peut venir de partout, ça peut venir des hommes comme des femmes. Après c'est vrai que les hommes ils auront plutôt tendance à filmer la vieillesse d'acteurs et qu'il y a aussi ce truc de... En fait le vrai obstacle c'est la pression qui est faite sur les actrices. En fait le vrai obstacle c'est la folie des actrices. C'est-à-dire que je pense que quand on est actrice forcément au bout d'un moment on vrille et qu'à un moment, la question de la chirurgie esthétique et tout ça se pose d'une manière tellement contraignante qu'on est obligé d'y passer et que du coup, trouver une actrice connue, célèbre, qui est capable de livrer sa vieillesse à la caméra, je pense que c'est presque impossible. C'est-à-dire que c'est aussi ça, c'est qu'il manque en fait la matière pour les cinéastes parce que je pense que plein de gens aimeraient filmer la vieillesse de Neuf, filmer la vieillesse de Meryl Streep, mais est-ce qu'elles acceptent ? Et je leur en veux pas parce que je pense que pour le coup là il y a une pression qui est telle et que ça doit être tellement dur d'avoir passé 50 ans à faire des films et d'un seul coup commencer à avoir des rides et tout ça projeté sur un écran géant que je pense qu'il y a une crise de l'imagination là qui se met en place et par exemple Huppert, dans Abus de faiblesse, elle montre son corps vieillissant. Enfin, elle montre le corps de Breya, parce que c'est l'histoire de Breya qui a eu un AVC, qui est paralysée, qui a la moitié du corps paralysé, encore aujourd'hui. Et donc, Huppert, je pense qu'elle accepte de jouer ça parce qu'elle a l'impression de montrer le corps de Breya. Et Breya me disait récemment qu'en fait, c'est ça qui est... Voilà, j'espère que ça va pas faire passer pour une anecdote un peu dégueu sur Huppert, mais qu'elle avait des scotch comme ça pour tenir ses rides. Et je trouve dingue que le film soit sur sa vie. On veut bien que le corps soit en train de vieillir et de tomber. Elle joue vraiment une femme paralysée, c'est incroyable. Mais en même temps, dans le film, il y a aussi ce déni de « Attendez, je joue une femme qui sort d'un AVC, qui a presque 70 ans, mais par contre, pas de ride. » Et pour moi, tout est bas, tout dans cette dissociation du corps dont parle Sontag, c'est-à-dire le corps, ça va encore, on peut le regarder vieillir. Mais par contre, le visage, il y a un truc qui fait que pour une actrice, c'est à peu près insupportable de commencer à avoir des rides dessus. Et c'est la femme coupée en deux. Et d'ailleurs, c'est le sujet du film, c'est vraiment une femme coupée en deux, quoi. Oui, alors là, pour le coup, à l'inverse des acteurs, dont le visage prend du caractère, quoi. Ouais. Ils font de la chirurgie quand même, faut le dire, je trouve que ça se voit. Oui, Stallone. Après, moi j'aime beaucoup ce jeu de qui a fait quoi, mais on n'écrit pas un livre avec ça. Oui, c'est du bon vin, quoi. Enfin, c'est plus accepté, c'est plus. De fait, quoi, il y en a. Enfin, un acteur peut se passer de chirurgie, mais. Vous parlez beaucoup de la chirurgie, justement, vous en parlez au sujet de notamment Nicole Kidman. Ouais. Et avec Isabelle Huppert, c'est un revue particulier, c'est le Beauty Work. Oui, le Beauty Work. Numérique. Ouais, c'est là encore, c'est un travail. Enfin, moi, c'est très compliqué d'en parler, donc c'était facile d'en parler pour Hollywood.
Mais en fait, c'est juste de... Il fallait le dire parce que le livre aurait été incomplet sans parler de ça. C'est qu'en gros, tous les films aujourd'hui, quasiment, enfin, surtout on va dire, tous les films hollywoodiens aujourd'hui sont retouchés numériquement. Alors ça va très loin, c'est-à-dire ça va de la petite ride à... En fait, aujourd'hui, un acteur américain, il peut débarquer sans être in good shape, comme on dit. Il peut venir avec des kilos en trop, des rides, il n'a pas dormi, il a bu de l'alcool, parce que derrière, il y a la retouche numérique qui peut absolument tout enlever sur son corps et même greffer son visage sur un corps plus jeune. Donc en fait, voilà, la question que ça pose, c'est qu'est-ce que... Je pense, et moi j'ai appris ça en lisant des articles, et ça va très 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 loin, c'est-à-dire que vraiment, je pense qu'il faut se dire globalement que tout ce qu'on voit aujourd'hui dans le cinéma, enfin dans le cinéma français encore aussi, n'existe pas, n'a pas été capté par une caméra. Et ça, je pense que, en fait, j'ai l'impression que l'œil, par définition, il croit en ce qu'il voit. Et moi aussi, quand je vais au cinéma, je pense que je crois en ce que je vois, je crois aux arbres, je crois au corps et tout ça. Je crois que qu'Isabelle Huppert a peu de rides, je crois à tout ça. Et du coup, il faut toujours... il fallait dire qu'en fait, tout ce qu'on voit est faux. Et que ça change plein de choses, ne serait-ce que à un niveau quasi ontologique du cinéma, quoi. Le corps n'est plus une preuve, en fait. Le corps n'est plus une preuve. Le corps qui est en face de la caméra n'a peut-être pas existé, vu ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un peu vertigineux quand on a autant cru au fait que les corps filmés étaient bien là un jour devant la caméra. Et ça, c'est un... Amélie, mon éditrice m'a dit, faut qu'on fasse... En fait, il fallait trouver la limite entre le petit truc anecdotique Paris Match, dans lequel j'étais un peu tombée dans la première version, et le côté, en fait, il faut accuser personne, et il faut rester, voilà, il faut parler plutôt du système et pas viser des actrices en particulier, parce qu'il y a des actrices en France qui utilisent le recachet pour payer ces retouches numériques. Alors que maintenant aux États-Unis, c'est dans les contrats, c'est stipulé, mais en France aujourd'hui, j'ai plusieurs personnes qui m'ont raconté que les actrices payaient de leur poche pour avoir ces retouches numériques-là, et donc il fallait... le but c'était, comme disait Amélie, pas de procès s'il te plaît. Je pense que c'était le truc à viser. Je pense qu'on n'en aura pas, mais il fallait quand même dire ce truc-là, donc c'était très... C'est compliqué d'en parler en France. C'est plus facile d'en parler à Hollywood parce que je pense que Nicole Kidman ne me le dira pas, mais voilà. Il faut prendre acte de ce truc-là qui est que tout ce qu'on voit au cinéma... Et moi, j'ai du mal à m'y faire, quoi. C'est-à-dire que, encore une fois, quand je suis au cinéma, j'ai encore... Mais de tout, des arbres, des corps, c'est dur de se dire tout ça n'a pas existé, quoi. Ah oui, parce que justement, dans le livre, ce qui est vraiment très bien... ce que vous remettez très bien, c'est le poids, c'est les corps, en fait. C'est les corps dans le cinéma. J'ai l'impression que d'écrire sur la vieillesse, ça vous a permis d'écrire sur les corps. Est-ce que, justement, c'est ça qui est un peu paradoxal avec l'effet chirurgie esthétique, ça empêche de parler de la vieillesse d'une certaine manière. Et en même temps, Kidman, par exemple, elle vieillit en quelque sorte parce qu'en vieillissant, elle devient vraiment transhumain. Post-humain. Chez Isabelle Huppert, je pense pas qu'il puisse y avoir le français parce que c'est marrant, ça se voit tellement... Mais c'est parce que ça en devient son personnage. Comme vous dites, c'est ça. Elle est carrément entourée d'un sfumato. C'est ça, c'est qu'il fallait trouver comment en parler sans dire voilà ce qu'a fait Isabelle Huppert et tout ça. Et trouver comment, en fait, le but du livre, c'est de trouver comment la psychose, entre guillemets, d'une actrice, à un moment raccorde avec son génie et avec les images, et en fait se retrouve dans les récits. Et Huppert, ce que je raconte, c'est qu'au bout d'un moment, elle devient complètement immatérielle, et que cette immatérialité, en fait, est totalement prise en charge par la retouche numérique, quoi. Et qu'en fait, on voit... là, c'était vraiment... Il fallait être au plus près. Je ne sais pas si je l'ai fait assez, mais... Je sais que dans les années 70, on voyait vraiment... Dans les années 80 aussi, on voyait beaucoup ces taches de rousseur. On pouvait vraiment la toucher, quoi. Et puis, d'un seul coup, il n'y a plus rien. Et il fallait vraiment partir de ça, du fait qu'à un moment, il y a... Dans l'argentique, il y a du grain, et du coup, il y a des grains de beauté, il y a des taches de rousseur, et d'un seul coup, quelque chose qui disparaît, et on n'arrive plus, on a l'impression qu'elle est... qu'elle est évanescente, et donc,
ça me permettait de ne pas être inélégante, quoi, et de pouvoir parler de ça tout en disant, en fait, ça raconte une histoire, ce corps qui déjà, tout le monde le voit, qui est très anorexique, et qui tend à disparaître comme ça, qui s'évanouit de l'intérieur et qui n'a plus vraiment de contour. Donc ça me permettait, avec élégance, de dire Isabelle Huppert fait des retouches. Le truc c'est de raccorder comme Kidman. Je pense que dans le premier article que j'avais écrit, il y avait un côté un peu ah là là, la chirurgie c'est pas bien, et là c'était plutôt de dire pourquoi il n'y a que elle qui continue à faire des films alors que tout le monde constate qu'elle est défigurée. C'est qu'en fait ça raconte aussi une histoire. En fait, c'était vraiment de déployer le récit derrière la névrose. Oui, mais c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'à l'inverse, en gros, il y en a qui rajeunissent en vieillissant, et d'autres sont vieilles avant d'être vieilles, en fait, comme Bette Davis, par exemple, qui s'extrémise complètement. Oui, c'est ça. Je pense que avec Bette Davis, ça me permettait de penser qu'est-ce que c'est, et je pense que qu'est-ce que c'est une actrice qui se trouve... qui commence le cinéma et qui est considérée comme pas belle, enfin elle le dit elle-même, n'est pas beau, et puis elle se met dans une liste avec plein d'acteurs, très Bogart et tout ça, enfin c'est assez drôle, et de voir en fait que le fait d'être, en fait quand on est beau, j'ai l'impression qu'on doit quelque chose, Marilyn elle doit quelque chose, il y a une promesse de bonheur qu'il faut tenir, et donc elle s'appartient pas. Mais Davis, comme elle est entre guillemets pas belle, elle s'appartient, et c'est beaucoup plus simple pour elle de jouer. Il y a pas, comme je le dis, il y a une promesse de valeur à tenir, et du coup elle la tient parfaitement, et elle peut s'amuser de son physique parce qu'elle n'est pas parce que elle est pas sublime, et donc elle se vieillit dès l'âge de 30 ans, elle joue avec beaucoup de gourmandise des personnages de 40, 50 ans qui ont la syphilis, enfin, c'est très, très gras, très grand, guignolesque. Pour moi, c'est un peu l'origine de tout, Bette Davis, pour moi. Enfin, voilà, j'avais commencé, le premier truc que j'ai fait, c'est sur elle, quand j'ai écrit sur les actrices, et c'est l'origine de tout, parce qu'il y a ce rapport carnavalesque au corps, il y a une manière, comme elle dit, d'être too much, et de l'assumer, enfin, de jouer comme ça avec les possibilités de son visage, de déployer tout ce que peut comme fiction son visage, qui est assez incroyable, qui est assez inouï, et sur la vieillesse. Et ce qui est très beau en fait, c'est ce qu'il raconte sur le tour pendant la projection cannoise de Qu'est-il arrivé à Baby Jane, donc où elle s'est grimée, donc elle joue une vieille dingue, ancienne enfant star, donc c'est un peu Shirley Temple à 60 ans, qui enfermée dans son manoir avec Joan Crawford, donc qui sont des rivales célèbres de l'époque, et elle est grimée comme une petite fille, donc elle se met des couettes, elle se fait des couettes, elle est très très maquillée sur le tournage. En fait, Robert Aldrich disait mais ça suffit, Bette Davis avec le maquillage, quoi, c'est trop. Elle sent les 17, Déjà, ça c'est très beau, d'une actrice qui s'en les dit. Et en fait, en remontant, j'ai vu qu'elle plusieurs fois les cinéastes lui disaient non mais là t'étais trop moche en fait, faut arrêter. Et le truc encore plus beau, c'est que pendant cette projection cannoise, donc Robert Aldrich raconte que après la projection, il se tourne vers elle, il voit Bette Davis en train de pleurer, et elle dit mais je suis vraiment aussi moche que ça. Et c'est-à-dire qu'il y a vraiment le rapport sacerdotal au métier d'acteur, c'est-à-dire qu'elle n'est pas plus, elle est aussi narcissique et aussi ambitieuse et aussi elle a envie de se voir belle à l'écran comme n'importe quelle autre actrice, hein, elle échappe pas du tout à ça, c'est pas une sainte, mais à un moment sur le tournage, c'est autre chose qui se passe, c'est un truc presque sacré il faut aller au bout du truc. Et je trouve ça sublime qu'elle pleure en se trouvant laide alors que c'est elle qui a voulu ça. Et donc c'est pour ça qu'il fallait finir sur elle, parce qu'il y a là on rejoignait un truc on n'est plus dans des considérations sur l'industrie, sur des contingences, on est vraiment sur un truc de métaphysique, d'ontologie du cinéma, vraiment. À un moment, qu'est-ce que c'est un acteur? C'est quelqu'un qui un truc quasi médical, il doit livrer vraiment son corps au cinéma, quoi. Et il doit aller au bout, même s'il pleure à Cannes, quoi. Et pourtant, c'est celle qui s'est le plus donnée, et il semblerait que plus elle vieillissait, plus elle a joué dans des films médiocres. Enfin, c'est étrange.
Bette Davis, on dirait qu'elle a tout donné, et finalement, Hollywood l'a de plus en plus... Oui, bah, c'est qu'elle sait que... Donc elle finit par jouer dans beaucoup de téléfilms, dans des séries, mais c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est plus important de savoir dans quoi vous jouez, parce qu'en fait, vous jouez pour le cinéma. Et donc, si votre vieillesse, elle est enregistrée dans une série Z ou dans un film Disney, parce que c'est ce qu'elle a fait à la fin, bah, c'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est d'être enregistré, en fait. Et ça pose la question du numérique, quoi. Je pense que du coup, tout change avec le numérique, parce qu'on n'est pas enregistré, ou en tout cas, on est retouché après, et tout ça. Mais elle, je pense qu'il y a vraiment ce truc de... Il faut vraiment qu'on puisse, et du coup, c'est ce que j'ai fait, mais retrouver comme ça tous mes âges dans tous les films, et qu'il y ait un chemin comme ça, où il manque aucun de ces visages. Et que jusqu'au bout, et à la fin, vraiment... le téléfilm que je décris avec James Stewart, elle a un masque à oxygène, et en fait c'est James Stewart et elle, je crois que c'est elle qui est gravement malade, donc ils décident de s'euthanasier, et pardon. Et il y a un truc hyper magnifique, enfin le film est pas regardable, mais de James Stewart et Bette Davis, voilà, enfermés dans leur parking, qui s'attendent à mourir par asphyxie, qui sont sauvés par leur fille. Mais c'est-à-dire que je pense qu'à un moment, elle s'est dit, bah oui, en fait, je veux montrer... On ne sait pas si elle se réveille à la fin du téléfilm. Donc James Stewart se réveille, donc je pense qu'il a demandé à être réveillé, donc on est content. James Stewart, voilà, un truc à la Capra de Happy End. Mais je pense que Bette Davis a demandé à finir avec un masque à oxygène, à pas savoir si elle va survivre ou pas. Et je pense que c'est... Alors je ne sais pas si c'est la toute dernière image, mais c'est vraiment des toutes dernières de sa filmographie. Et pour moi, il y a vraiment, elle voulait faire le job jusqu'au bout, quoi. Bon, elle pouvait pas aller jusqu'à, je sais pas, filmer carrément son cadavre, quoi. Mais en tout cas, elle filme ça. Et je pense que pour qu'une star veuille filmer ça, il faut son accord, voire qu'elle le demande, quoi. Donc il fallait aller au bout, quoi. On n'a plus beaucoup de temps, donc je vais jouer. Il y a une question, il y a une chose qui m'a... que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans votre livre, c'est le chapitre sur Thelma Ritter, qui est une actrice beaucoup moins connue, parce qu'en effet, elle a souvent joué des seconds rôles, à quelques exceptions près. Et vous liez sa vieillesse à la présentation en fait, des classes laborieuses. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une bonne... que la vieillesse, représenter les corps justement dans le travail, souvent, c'est une bonne manière, donc je ne sais pas comment exprimer la question, mais que c'est de la même manière qu'avec Frances McDormand, qui progressivement, souvent d'ailleurs quand elle représente sa vieillesse, oui. C'est pour présenter une prolétaire, Thelma Ritter. Est-ce qu'il y a un lien entre, souvent au cinéma, entre la représentation de la vieillesse et des classes prolétaires, parce que c'est eux que ça touche particulièrement, peut-être. Bah oui, j'ai un ami qui m'a dit, mais peut-être que, peut-être que la vieillesse, c'est juste ça, c'est juste la pauvreté. Je pense que c'est un truc qu'il faut que je creuse un peu plus, mais c'est vrai qui permet d'être posé avec Thelma Ritter et un peu Frances McDormand, évidemment. Enfin, je pense que c'était important. C'est pour ça que je peux avoir un peu du mal avec des femmes, sans citer personne, des femmes de 70 ans, grandes bourgeoises qui disent que c'est cool de vieillir. J'aimerais ajouter, quand on a de l'argent, je pense que ça doit être très cool. Et Thelma Ritter permettait de poser ça. Je pense qu'il aurait été insupportable que ça y soit pas un moment. C'est-à-dire c'est un moment, c'est le corps qui s'use, c'est pas juste la vieillesse, quoi. C'est le travail, c'est l'exploitation, c'est est-ce qu'on passe sa vie à faire la vaisselle ou à se pencher ou à porter des trucs lourds, c'est tout ça. Donc j'ai l'impression que j'aimerais aller un peu plus loin sur ce truc-là. Mais Thelma Ritter, c'était déjà une première pierre qui permettait déjà de tout mettre dedans, de dire quand même et surtout de la mettre après Kidman, de dire en fait voilà qui il y a derrière, qui fait qui cuisine pour Kidman. Je pense que quand on lit, on voit un peu ça, on se dit ça qui fait le ménage chez Kidman, qui cuisine pour Kidman, Thelma Ritter, mais c'est potentiellement une actrice, et du coup ce corps-là est forcément déjà vieux et il n'a jamais été jeune au cinéma, il est déjà usé, quoi.
Mais je pense qu'il y a encore des choses à dire, même si j'aime beaucoup Thelma Ritter. Je sais pas, c'est dur de trouver. Enfin, après, c'est compliqué parce que ça parle. Je sais pas quelle actrice. Je me dis, bon, Yolande Moreau, des trucs comme ça, mais j'ai pas envie d'écrire sur Yolande Moreau. Et j'ai du mal à trouver. Là, j'avais une petite piste, c'était Juanita Moore, qui est une actrice afro-américaine qui joue dans Mirage de la vie. Enfin, je cherche, il faut trouver quand même. En fait, il y en a peu des grandes actrices comme ça qui ont raconté ça dans des très grands films, des corps prolétaires comme ça. Après, celle qui m'intéresse beaucoup plus, c'est Corinne Massiero dans Capitaine Marlowe. Voilà, teaser. Qui a un truc quoi, très prolétaire, je pense. Et puis j'ai regardé un épisode, je trouve ça, il y a un truc avec Corinne Massiero. C'est compliqué, mais comme quoi, voilà, si vous avez des idées. Non, mais justement, parce que je trouve que dans le cinéma, notamment français, c'est toujours un peu troublant, parce que donc souvent les femmes de ménage sont jouées par des personnes bourgeoises. Donc c'est toujours un petit peu particulier, quoi. Donc, vraiment, ce chapitre sur Thelma Ritter, c'était avec ça. Et vraiment, alors, on a senti la curiosité de vouloir creuser plus loin. En tout cas, moi, je l'ai vu. Oui, c'est le premier que j'ai écrit d'ailleurs. Enfin, j'ai vraiment, pour le coup, dans les... je savais qu'il y aurait ce chapitre. Pour les autres, c'était le premier que j'ai écrit. Donc c'était un très très important. Et puis de faire découvrir ou de raconter, en fait, de dire ce personnage secondaire a vraiment une histoire très cohérente, quoi, une filmographie très cohérente et a une œuvre, c'était important. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Peut-être qu'il y a des questions dans la salle. Est-ce qu'on fait passer le micro? C'est pas vraiment une question, c'est plus dans l'idée de rebondir sur Corinne Massiero. Moi, je l'avais découvert en 2011 dans Louise Wimmer. Toi aussi, peut-être, oui, qui est distribué par Haut-et-Court, je crois. Je sais pas. Par ce portrait de femme de la cinquantaine qui est en galère, qui dort dans sa caisse. Je sais plus si elle est serveuse ou femme de ménage, mais c'est un truc comme ça. Et elle était touchante de beauté, mais parce que ça faisait écho à vraiment la vie des femmes qu'on montre pas au cinéma, ou qu'on a peu montré, ou qui a été incarnée par des actrices bourgeoises. Et donc, même si elles jouent très bien, on a l'impression que intellectuellement, en fait, on sait. Et quand on sait, c'est compliqué. Et je trouvais que c'était vachement audacieux. Je parle de Haut-et-Court parce que d'avoir diffusé un film comme ça avec une actrice qui... C'était avant Capitaine Marlowe, c'était pas comme nous. Et c'est un bon... Ouais, et puis c'est une belle actrice, quoi. Oui, après, c'est... Je pense que ce que je disais tout à l'heure sur la folie, je trouve que c'est... pourrait peut-être un peu plus avec ces corps-là. Alors, je sais... Voilà, je sais pas si un jour, demain, Bruno Dumont la filme, qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà, c'est ce truc-là où sortir en fait de vieille est égal film social et essayer de délirer un peu ces corps-là. C'est très compliqué hein, dans l'économie du cinéma français et tout, mais je suis sûre qu'elle pourrait être... Voilà, je dirais pas que c'est une actrice géniale. Je la trouve très touchante, je trouve que ce qu'elle fait est très beau, puis vraiment Capitaine Marlowe, il y a un truc très, très beau à voir cette série cartonnée, et quand on la regarde... même si ça pique un peu les yeux en termes de mise en scène, c'est assez beau. En fait, oui, les films sont pas encore... les films sont pas à la hauteur de beaucoup d'actrices, je trouve. Mais c'est vrai que oui, Louise Wimmer, je l'avais pas. Je le revois, mais j'avais... Il y a une très belle scène où elle danse sur du Nina Simone. Elle en peut plus, un matin elle dort dans sa caisse, elle se lève, elle est complètement déchirée, elle doit aller bosser et elle met Nina Simone à fond, je sais plus quel titre, et elle se met à danser, c'est une scène magnifique. Comment? Oui. En fait, c'est dans 5 fois quand on peut plus en Nina Simone, ça commence de générique et à un moment donné d'ailleurs elle casse une... Parce qu'en fait sa clé en fait démarre avec ce titre. Ça fait 11 ans que je n'ai pas vu le film. Voilà. Je sais pas qu'elle démarre le titre parce que en fait, la voiture a usé et en fait même la radio cassette usée, ça enfin juste je me permets parce que j'ai photographié en fait, je suis photographe et j'ai photographié Corinne Massiero et en fait pour avoir j'ai passé vraiment tout un après-midi avec elle et justement elle disait que par rapport à son image elle refusait toutes les retouches. Enfin, par exemple, elle est très très régulièrement photographiée pour Télérama. Elle a vu justement qu'on l'avait retouchée
et elle a piqué une colère et tout, parce que vraiment, pour elle, c'est militant en fait, de montrer sa vie, de montrer son vieillissement. Et par rapport à la proposition de rôle, on ne propose pas de rôle fort. En fait. Oui, bien sûr. C'est par rapport au scénario, en fait. Après, je pense que c'est plus facile de refuser les retouches quand on n'a pas. Quand le cinéma n'a pas enregistré vos 20 ans, vos 30 ans. Elle, je pense qu'elle a débarqué un peu tard dans le cinéma. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Et en fait, on est plus OK avec son image parce qu'on n'est pas en rivalité avec une version de soi. Voilà, il n'y a pas les films de nos 20 ans. Je pense que c'est ça qui rend dingue les actrices, quoi. Je pense que c'est de savoir qu'à un moment, à tout moment, on peut consulter votre jeunesse. Je pense que ça, il y a un truc un peu Dorian Gray, alors que quand on commence à 40 ans, je pense que c'est à peu près. Après, c'est rare, c'est un contre-exemple. Parce que c'est quand même très rare en général une carrière d'actrice, même les cours pour les comédiens. Je crois que les concours, c'est jusqu'à 25, 27 ans maxi. Donc, du coup, elles sont un peu conditionnées à devoir commencer tôt. Donc, il y avait vraiment une exception qui confirme la règle. Et aussi parce qu'elle se trouvait pas belle aussi. Il y avait un truc, elle n'a jamais été fascinée par sa propre image. Mais c'est ça, c'est comme Bette Davis, et je pense que le fait de se trouver pas belle ouvre un champ des possibles beaucoup plus. Oh, c'est ça que j'ai découvert. Je me suis dit vraiment, les pas belles, et vraiment là je reprends en termes de Bette Davis, parce que voilà, je sais que Bette Davis est très belle, en fait on s'appartient, enfin, c'est ça, et du coup on peut dire là non, la retouche, enfin vraiment on s'appartient totalement. On va passer à la dédicace dans ce cas. Merci d'être venu. Merci beaucoup à tous d'être venus et vous pouvez rester un petit peu.